Salut à tous, alors pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve au bord de la piscine chez Professeur Geek. Voilà, Professeur Geek. Est-ce que je peux dire ton nom? Vas-y, vas-y. Voilà, Professeur Geek, en fait c'est Hervé Devilliers. Il est professeur en médecine interne, d'accord? Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo à la cool, là au bord de la piscine, en train de préparer une petite pizza. Voilà. Pour parler du parcours pour devenir professeur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, ok, comment faire pour devenir médecin, mais comment on fait pour devenir prof? Long parcours. Long parcours, ouais. T'as combien de temps devant toi? Tu mets combien de temps pour faire la pizza? Il y a un petit moment. Un petit moment, ça va, on a le temps de faire la pizza. Donc, alors, on va commencer par le baba. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux être PIPH, il faut être médecin déjà. Devenir médecin. Voilà. Donc déjà, première étape. On va passer à comment devenir médecin. On va dire que ça, c'est validé. Une fois que ça, c'est validé. Il faut avoir fait un parcours recherche. Alors, idéalement, c'est bien d'avoir commencé pendant l'internat, pour avoir fait un Master 2, pour avoir fait et se préparer à faire une thèse de sciences dans les suites. D'accord, donc Voilà. deuxième étape, Master de recherche. Voilà. Qu'on fait pendant l'internat. Alors pour l'internat, certains peuvent le commencer pendant l'externat. Il y a des parcours recherche spécifiques comme les écoles INSERM, les choses comme ça. Après, en général, c'est des cursus qui sont très sélectifs, donc ça concerne qu'un petit nombre d'étudiants. Mais c'est possible pendant l'externat si vraiment vous êtes super motivé par la recherche. Et le master, c'est 2 ans. Le master, c'est 1 an. 1 an? 1 an, ouais. Okay. C'est 1 an avec un master recherche, c'est 1 an avec un an de formation et un stage obligatoire dans un labo de recherche. D'accord, ouais, mais donc le stage en labo de recherche, c'est sur la durée de l'année. Ouais. Ouais, donc c'est l'année du master plus l'année... Non, une année universitaire complète pour le stage de recherche et la formation. Ok, et pourquoi on dit Master 1, Master 2? Alors le Master 1, c'est un truc, c'est autre chose. Le Master 1, c'est tu le fais normalement pendant l'externat pour le coup. D'accord, ouais. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas fait de Master 1 pendant l'externat, ou qui ont fait un Master 1 qui ne leur convient pas pour leur parcours recherche, pas de problème, ils peuvent le refaire pendant l'internat. Et dans ce cas-là, évidemment, effectivement, c'est en 2 ans, pardon. D'accord, oui, donc on rectifie. Hein. Donc on devient médecin. Ensuite, on fait un Master qui est une sorte de diplôme qui permet de débuter en fait le parcours recherche qui se fait du coup en 2 ans avec une année on va dire plutôt théorique et après un stage en laboratoire qui dure une année. Ouais, en sachant que le Master 1 vous pouvez complètement le faire pendant l'externat, c'est même largement recommandé. Donc voilà, on peut couper en 2 donc ce parcours, une année durant les études entre guillemets et une année on va dire qu'on va consacrer uniquement à la recherche durant justement la période de l'internat, mais du coup ça suppose que notre internat on met un petit peu en parenthèse le temps d'une année. Ouais, pour le Master 2, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé parce que c'est difficile de... Ça va, ouais, c'est la technique là. C'est difficile de s'investir à la fois dans un internat et dans un projet de recherche. D'accord, exactement. Du coup, on est médecin, on a validé nos 2 ans de Master. Ensuite, étape suivante. Alors, déjà, il faut avoir envie. Faut avoir envie, ça c'est très important, faut pas se forcer. Hein. C'est-à-dire, non, ça va être compliqué. Donc, il faut montrer son intérêt pour l'enseignement, pour la transmission. Il faut se renseigner un petit peu sur les possibilités locales, en rencontrant un petit peu les gens. Et puis, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des postes disponibles. Et puis bien surtout, sûr, il faut commencer en parallèle de son internat et de son clinica, à créer du contenu de recherche, à créer de la publication. D'accord. Donc ça c'est la 3e étape. Voilà. Il faut faire des publications. Ah oui, ça y est, faut, oui. Important de faire donc des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques. C'est ça. Donc l'idéal, c'est pas de faire des publications pour faire des publications, hein, c'est de développer une thématique de recherche. L'idéal, c'est ce que vous avez développé au cours de votre Master 2, c'est de le faire fructifier, d'aller plus loin, de continuer ça sur une thèse d'université. Et pour cette thèse, il faudra publier des articles qui va devenir votre thématique. Et donc, il va vous emmener progressivement vers un domaine d'expertise scientifique. Et toi, c'était quoi ta thématique? Alors moi, c'est la construction d'échelles de qualité de vie dans le lupus systémique. Le lupus, donc ce monsieur qui est en train de pétrir avec force et vigueur la pâte à pizza est spécialisé dans le lupus. Hein, on dirait pas comme ça, mais vraiment. Hein. Donc on fait la médecine, on fait le Master 2, on fait des publications et ensuite tu as dit thèse. Thèse de sciences, ouais. Thèse d'université. Voilà, qui est différente de la thèse d'exercice. C'est pour être diplôme... Enfin, c'est pour avoir un doctorat d'université et pas une thèse d'exercice comme ce qu'on passe en médecine. Et ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps, ça dure au moins 2 ans. Au moins 2 ans, donc pour passer la thèse. Et quand on a une thèse de science, après on a le fameux MD, la PhD, voilà, c'est ça? Ce que les anglo-saxons appellent MD, PhD. Ce que nous on appelle tout simplement un doctorat S-Sciences.
Donc, bon, en l'occurrence, c'était en sciences de la vie, voilà, parce que c'était l'école doctorale qui était appelée comme ça, puis avec une mention santé publique. D'accord, ok, très bien. Donc, doctorat, enfin, thèse de sciences en poche. Étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué et politique. C'est-à-dire qu'il faut quelque part être un peu là au bon endroit au bon moment, avoir convaincu un peu la communauté qu'on était le bon cheval pour un poste qui engage l'hôpital pour une trentaine d'années, tu vois. Donc il faut montrer son intérêt pour l'établissement, montrer son intérêt pour la communauté universitaire, que ce soit à la fac ou à l'hôpital, et puis convaincre l'hôpital, convaincre la fac, et ça passe par tout simplement s'investir. Normalement, si on a travaillé en recherche, qu'on a créé une thématique et puis qu'on est investi en enseignement, les choses se font un peu naturellement, sauf si vous êtes 4 à avoir le même objectif dans l'hôpital. Si y a la concurrence, c'est compliqué. Mais après, concrètement, en termes de choses à passer, après la thèse de sciences, est-ce qu'il y a des choses à valider? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle les CNU, le Conseil national des universités. Donc, il y a des sous-sections et il y en a une par discipline universitaire. Vous connaissez la pneumologie, la cardiologie, la chirurgie cardiaque, etc. Il y a aussi quelques disciplines transversales comme la thérapeutique, l'anatomie, l'histologie. Moi, par exemple, je suis nommé en thérapeutique. Donc, vous avez passé ce qu'on appelle le concours national de MCUPH ou de PUPH. Et donc, c'est une audition auprès de cette assemblée, de ce CNU, au cours duquel, en gros, il y a un examen différent par CNU. Moi, celui que j'ai passé, pour être PUPH, il fallait faire, tu avais 3 heures de préparation, il fallait préparer un cours tu devais tirer au sort un sujet, et on devait préparer un cours. Moi, je suis tombé sur... C'était comment pétrir la pâte à pizza. Voilà. Je suis tombé sur les corticoïdes, prescription des corticoïdes. Bon, 1 mg kilo. Voilà, en médecine interne, j'avais des notions, donc ça, c'est pas trop mal passé. Et un autre exposé, que vous avez aussi 3 heures de préparation, que vous devez faire sur une thématique de recherche. Et effectivement, sans surprise, moi, c'était l'utilisation des questionnaires de qualité de vie dans les essais thérapeutiques. Donc c'est pareil, comme c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà beaucoup travaillé, ça n'a pas été non plus quelque chose de terrible. Mais j'entends souvent, vous devez partir à l'étranger. Ouais. Alors j'ai omis ce détail, il y a une obligation de mobilité. Alors la mobilité, c'est pas nécessairement à l'étranger. Là, dans les textes, ça veut dire qu'il faut aller passer 1 an en dehors de son établissement d'accueil initial, celui dans lequel on veut être nommé, et pour faire une activité qui ne sera pas du soin. Donc, par exemple, en théorie, s'il y a une équipe INSERM à côté qui ne dépend pas du CHU et dans laquelle tu vas passer 1 an, ça compte comme une mobilité. Évidemment, c'est pas forcément hyper enrichissant d'aller à la porte à côté. Donc la plupart des gens essaient d'aller dans une équipe de référence qui travaillent sur le sujet qui les intéresse et d'y passer 1 an ou 2 ans pour développer encore sa thématique de recherche. La difficulté qu'on a en France, c'est que c'est des années qui sont très difficiles à faire financer. Énormément de mal à trouver des financements. L'argent, le nerf de la guerre. Donc tu as des collègues qui trouvent des bourses pour lesquelles les hôpitaux donnent des bourses, parfois l'université donne des bourses. Très concurrentiel, difficile. Les sociétés savantes, des fois, donnent des bourses. Et puis, il y a des gens aussi qui vont sur leur denier personnel, ou pire, qui font des gardes pour financer leur mobilité, des choses comme ça. C'est vraiment des héros. Et du coup, alors, moi, j'ai notion d'une chose aussi, c'est l'habilité à diriger des recherches. L'habilitation à diriger des recherches, l'HDR. C'est le dernier diplôme, c'est le dernier supplice qui nous est infligé par l'université française. C'est une exception française, ce truc. C'est l'examen suprême qu'on doit passer après la thèse de sciences. Donc c'est un examen, c'est un oral de 45 minutes que tu dois passer avec des gens avec lesquels tu es censé ne jamais avoir publié auparavant, et où tu présentes la cohérence et l'historique de tout ton travail de recherche et d'encadrement à la recherche. Donc par exemple les thèses que tu as encadrées, les masters que tu as encadrés, et il faut qu'on te donne ce sésame, ce coup de tampon pour pouvoir accéder au poste de PUPH. Bon, c'est le parcours du combattant, mais pour PUPH obligatoire. Parcours du combattant, donc je vais résumer rapidement. On devient médecin, d'accord. On passe master de recherche, donc en 2 années. Ensuite, on publie une thèse de sciences. On fait une année de mobilité ailleurs que dans l'établissement où on veut travailler. On passe le concours national à des universités pour une thématique précise. On publie beaucoup d'articles. On passe l'habilité à diriger des recherches. Et ensuite, on a la retraite. Tellement c'est long. Je ne peux pas parler de toutes les commissions et de toutes les paperasses qu'il fallait faire. Mais bon, voilà. Et tu es devenu du coup prof à quel âge? Alors, à 38 ans.
Ça va, franchement, c'est bien débrouillé. Hein. 38 ans pour tout ça, pas mal. Hein. Donc voilà, on peut devenir prof avant 40 ans, mais il faut charbonner. Ouais. Vous savoir combien on gagne ou pas? Est-ce que vous voulez savoir combien on gagne? Bah ça, alors pour ça, il faut que si vous mettez, allez, plus de 1000 pouces bleus, on refait une vidéo et on parle des salaires à l'hôpital. Ouais, on va faire des fourchettes. D'accord, on va faire des fourchettes de salaire à l'hôpital, mais ça, au moins 1000 pouces bleus. Allez, nous sur ce, on va finir de préparer la pâte à pizza. Ouais. Et puis après, voilà, on va aller un petit peu là-dedans dans l'eau parce qu'il commence à faire bien chaud. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bien, salut.